Alors, jour 5, on a Elfmac Skiddy qui a demandé à Elfmac Recon Red de rechercher la porte dérobée de la PT Bandit Yeti. Hein. Et éventuellement, il aurait pu l'installer. Si on a une porte dérobée qui est trouvée, on pourrait en apprendre plus sur les méchants et comprendre comment ils l'utilisent pour accéder au système du réseau du Père Noël. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? En savoir plus sur les services d'accès à distance courants, reconnaître un port VNC à l'écoute dans une analyse de port, utiliser un outil pour trouver le mot de passe du serveur VNC et se connecter au serveur VNC grâce à un client VNC. Alors, ensuite, on va voir quelques petits services à distance. Je vous ai déjà présenté SSH. On va voir le RDP, le VNC. Grosso modo, donc vous avez tous l'habitude d'utiliser votre système informatique à l'aide d'un clavier et d'une souris qui est connecté. Vous êtes devant l'ordinateur, mais qu'est-ce qui se passe si le système informatique il est à un endroit différent à l'autre bout du monde? L'ordinateur il peut se trouver dans une pièce, un bâtiment ou même un pays séparé. Alors, la nécessité d'une administration à distance a conduit au développement de divers logiciels et protocoles SSH, RDP, VNC. Alors, le SSH, c'est le Secure Shell. Il a été initialement utilisé dans les systèmes de type Unix pour la connexion à distance. Il fournit à l'utilisateur une interface de commande qu'on appelle CLI qui peut être utilisée pour exécuter des commandes. Je l'utilise tout le temps. RDP, alors le Remote Desktop Protocol Bureau, connexion de bureau à distance. Le RDC, ou simplement bureau à distance, RD. Ça fournit une interface graphique, une GUI, pour accéder au système Microsoft Windows. Donc, lors de l'utilisation du bureau à distance, l'utilisateur peut voir son bureau et utiliser le clavier et la souris, comme si il était assis devant l'ordinateur. Donc ça, c'est encore mieux, puisqu'en plus d'avoir un shell, un terminal, en ligne de commande, on va pouvoir utiliser notre souris et avoir l'interface graphique. On pourra faire encore plus de choses. Enfin, on a le VNC, le Virtual Network Computing. Donc, ça donne une interface graphique qui permet à l'utilisateur de visualiser le bureau et éventuellement de contrôler la souris et le clavier. VNC est disponible pour tout système qui est doté d'une interface graphique, y compris Microsoft Windows, Linux, macOS, Android et Raspberry Pi. En fonction de nos systèmes et nos besoins, on va sélectionner naturellement les outils pour contrôler un ordinateur à distance. On choisira un de ces trois. Alors, pour des raisons de sécurité, on doit réfléchir aussi à la façon dont on va prouver notre identité au serveur distant. Alors là, on va parler d'identification. Alors là, on va parler d'authentification. Qu'est-ce que l'authentification? Ça fait référence au processus par lequel un système valide tout simplement votre identité. Le processus commence par la revendication par l'utilisateur d'une identité unique, spécifique, par exemple en prétendant être le propriétaire d'un nom d'utilisateur particulier. De plus, l'utilisateur doit prouver son identité. Ce processus est généralement réalisé par un ou plusieurs des éléments suivants. Alors, déjà quelque chose que vous connaissez. Ça se réfère en général à quelque chose que vous pouvez en fait mémoriser. Un mot de passe, un code PIN, d'accord? Un numéro d'identification personnelle. Donc, quelque chose que vous connaissez. Ensuite, quelque chose, tout court. Quelque chose, ça fait référence à ce que vous possédez. Matériel, logiciel, jeton de sécurité, téléphone mobile, une clé privée. Le jeton de sécurité, c'est un périphérique physique qui affiche un nombre qui change périodiquement. On se sert des jetons de sécurité qu'on appelle des tokens un peu partout en informatique. Et 3, quelque chose que vous êtes, d'accord? Fait référence à l'authentification biométrique. On va tous avoir des petites puces bientôt dans les fesses et on sera scanné via la lecture de notre rétine. Donc plus sérieusement, lors de l'utilisation d'un lecteur d'empreintes digitales ou d'un scan de la rétine. Ah bah non, ça rigolait pas. D'accord? Donc on a 3 techniques. Pour en revenir au service d'accès à distance, nous utilisons généralement des mots de passe ou des fichiers de clés privées pour authentification. L'utilisation d'un mot de passe est une méthode d'authentification par défaut et nécessite le moins d'étapes à configurer. Malheureusement, les mots de passe sont sujets à une myriade d'attaques, vous le savez. On va parler justement de ces attaques de mots de passe. Les mots de passe sont les méthodes d'authentification les plus couramment utilisées. Malheureusement, ils sont exposés à une variété d'attaques. Certaines attaques nécessitent une compétence technique, d'autres aucune compétence. On va voir surfer sur l'épaule ou deviner un mot de passe. Vous allez voir, c'est des techniques donc dérivées de l'anglais naturellement. On a d'autres attaques qui vont demander des outils automatisés. Alors le surf d'épaule, ce qu'on appelle littéralement en anglais le shoulder surfing, c'est regarder par-dessus l'épaule de la victime pour
révéler le modèle qu'elle utilise pour déverrouiller son téléphone ou le code PIN pour, par exemple, je sais pas, quand vous allez au DAB, distributeur de billets. Cette attaque nécessite le moins de connaissances techniques. Ensuite, on va faire du guessing. On va faire du password guessing, c'est-à-dire deviner le mot de passe en bon français. Donc, sans une sensibilisation adéquate à la cybersécurité, ce que je m'évertue de faire avec vous, certains utilisateurs pourraient être enclins à utiliser des détails personnels tels que la date de naissance ou le nom de la fille, de sa mère, de son poisson rouge, car ils sont plus faciles à retenir. Deviner le mot de passe de ces utilisateurs nécessite une certaine connaissance de données personnelles de la cible. Leur année de naissance peut finir par être leur code PIN donc leur année de naissance peut finir par être leur code PIN sur leur carte bleue quand ils vont au DAP, au distributeur de billets. D'accord? Donc voilà, je le vois tous les jours. Comment tu débloques ton téléphone? C'est la date de naissance de mon fils, de ma fille. D'accord? Les attaques par dictionnaire. Alors cette approche développe bien sûr la devinette de mots de passe entre guillemets, mais on va inclure aussi tous les mots valides dans un dictionnaire ou une liste de mots. C'est pour ça qu'on parle en anglais de word list, liste de mots qu'on appelle en bon français un dictionnaire, mais qui n'a rien à voir avec un dictionnaire. Littéralement, un dictionnaire en informatique, c'est où on va stocker des données qu'on va réutiliser via un programme. D'accord? Et généralement, on utilise les dictionnaires pour soit énumérer, soit pour faire des attaques de brute force. On y vient. L'attaque par force brute, c'est la plus exhaustive et la plus longue. Là, c'est encore un niveau au-dessus. L'hybride, c'est force brute dictionnaire. Ça va nous faire gagner du temps puisqu'on cherche des mots qui sont déjà présents dans le dictionnaire. Là, à l'inverse, l'attaquant va essayer toutes les combinaisons de caractères possibles pour trouver la solution du mot de passe. C'est la plus coûteuse en temps, en énergie, pour trouver la solution. Et si vous la trouvez, puisque au bout d'une certaine longueur de clé, ça va prendre des siècles à trouver la solution. D'accord? Donc il faut trouver des moyens d'affaiblissement. En crypto, je vous disais, on a les courbes elliptiques, on a le principe de collision. Il y a beaucoup de choses, mais on va essayer d'affaiblir la crypto ou d'utiliser des rainbow tables quand on s'attaque à des hashes, etc., etc., etc. Il y a plein de techniques. Je vais pas rentrer dans les détails, mais concentrons-nous sur les attaques par dictionnaire. Au fil du temps, vous avez bien compris que les pirates avaient rien d'autre à foutre dans leur vie, donc ils ont compilé, on va dire, une liste avec tous les mots de passe divulgués lors de violations de données. Un exemple, c'est Rockyou. Rockyou, je vous en ai déjà parlé, c'est tout simplement une société qui s'est fait pirater et on a récupéré tous les mots de passe de la société Rockyou, et maintenant la liste s'appelle Rockyou. C'est celle qu'on utilise par défaut quand on fait des CTF, d'accord? Donc utilisez cette liste, elle est présente dans le user share word list et vous avez un rockyou.txt, peut-être un fichier GZ. Dans ce cas-là, utilisez Gunzip, G-U-N-Z-I-P, pour le décompresser, ou vous pouvez utiliser un tar-xvzf. Voilà. Donc aussi un autre exemple, pensez, il va falloir s'adapter à la connaissance de la cible. Un utilisateur français peut utiliser un mot français au lieu d'un mot anglais. Par conséquent, une liste de mots, une word list, un dictionnaire en français est plus prometteuse. D'accord? Poisson devient fiche. D'accord? La liste de Rockyou, par défaut, celle qu'on utilise en CTF, si vous débutez, on a des conventions, pour pas perdre trop de temps. On se met d'accord que, bien sûr, un des mots de passe du CTF est bien présent dans la liste Rockyou. D'accord? Donc, on a 14 millions de mots de passe uniques. Vous avez plus de 13 milliards de mots de passe uniques sur le Discord. Je vous ai donné toutes mes word lists, mes rainbow tables, si vous voulez apprendre le cracking. Et des bons dictionnaires, c'est, je sais pas, entre 3 et 5 téraoctets de données. Donc ça prend beaucoup de place. J'ai 2-3 disques durs chez moi à la maison de dictionnaires que j'utilise uniquement pour casser et faire des attaques par brute force hybride par dictionnaire. Voilà, donc c'est une discipline, c'est vaste. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai déjà fait quelques petites vidéos là-dessus. Il y aurait tant à dire et je vais lancer une nouvelle série, je sais pas, dans quelques mois, où on reverra le principe comment casser du mot de passe et je reprendrai toutes les bases et on rentrera en détail. On se montrera une petite VM pour l'occasion. En attendant, on va passer
au principe de piratage d'un service d'authentification. Donc on a une VM qui est une machine virtuelle, on l'a déployée, on va lancer quand même un petit scan. Vous avez vu Nmap si vous débutez en informatique dans la précédente vidéo. On va réutiliser Nmap, on va faire un style scan, le SS, et on va voir un petit peu ce que nous répond la machine, ni plus ni moins. Ok, donc on a un port SSH et un port VNC, très intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce que le VNC, on a vu que qui contrôle le VNC contrôle la machine. On peut utiliser aussi le SSH, c'est pas un problème. Donc on a, grosso modo, on a quoi ? On a deux ports qu'on pourrait exploiter. On a un programme qui s'appelle Hydra, l'Hydre de Learn. Et l'Hydre, elle nous permet d'attaquer. Elle prend en charge de nombreux protocoles, SSH, VNC, FTP, POP3, IMAP, SMTP et toutes les méthodes qui sont liées à HTTP, les verbes. Donc vous pouvez en apprendre un peu plus en faisant la salle Hydra que j'avais déjà faite. Je vous mettrai tout en description. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir spécifier un utilisateur, une word list, donc notre fameuse liste de mots de passe, et puis le serveur et le service qu'on veut attaquer. D'accord ? Alors, on va essayer d'attaquer. Naturellement, on va essayer de gagner du temps. Sinon, il faudrait énumérer tous les utilisateurs. D'accord ? Et on va voir si ça fonctionne ou pas. Je vais te donner un petit exemple quand même avant qu'on procède. Je vais lancer Hydra. Je vais lui dire quoi ? Le nom d'utilisateur. Donc, tu mets avec ce que tu veux. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on lui met ? Il nous faut le grand P, c'est un dico, d'accord ? Petit p, c'est un mot de passe. Ça n'a rien à voir, d'accord ? Donc nous, on va pas utiliser qu'un mot de passe, on va utiliser une liste de mots de passe. Donc ça sera ma wordlist.txt. Il nous faut notre serveur, l'adresse IP ou le full qualified domain et le service. Le service, ça peut être, par exemple, SSH ou ça peut être VNC, etc., etc. D'accord ? Alors, si je prends un exemple concret, je vais mettre -l, je vais lui dire, je veux l'utilisateur Marc. Là, on va aller dans Share, Wordlist, et on doit avoir Rock, d'accord ? Et je veux taper sur mon adresse IP 1010, blablabla. Voilà. Ouais, je l'ai. On va tester. Ça, et je veux attaquer quoi ? Le SSH. Donc, c'est Marc qui va être utilisé en tant que nom d'utilisateur et on va itérer tous les mots de passe qui sont fournis à partir de là. Quoi ? Mais t'es sérieux ? D'accord. Bon. Hydra est pas installé sur Parrot. C'est pas grave. Donc, on installe Hydra, on recommence. Voilà. Et là, vous voyez que on va attaquer petit à petit. Alors, je peux mettre un mode verbeux aussi. On va mettre un VV. Par contre, il me prend pas mon fichier, je comprends pas trop. Qu'est-ce qu'il me fait ? 4 dico. Ah, il y a une ligne. Donc, il faut pas qu'il y ait de blanc, sinon ça marche pas. Et là, on va tout simplement... Et là, vous voyez que je remplace quoi ? Le petit L, qui veut dire test, tel username, tel utilisateur, je le passe avec un grand L. Grand L, je vais tester plusieurs. Donc là, ça va tester 14 millions de possibilités d'un côté, les mots de passe, et le grand L, ça va tester des variations de Marc, et après, Marc, ça va tester et passer à Alexander. D'accord ? Donc là, ça va tester 14 millions de mots de passe avec Marc, d'accord ? Et ensuite, ça passe avec Alexander. Le problème, c'est que je vais pas attendre. J'ai autre chose à faire, t'as bien compris. Voilà, il nous le trouve. Ça court. Donc, on est bon. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de là ? Tout simplement SSH. Je veux quoi ? Me connecter à une machine ? Celle-ci, ouais, pas de problème. Mais il me faut mon séparateur. Arrobase. Ensuite, l'utilisateur, on a vu que c'était Alexander. Et le mot de passe, ça sera Sakura. Voilà, on est dans le système. Et on peut peut-être, je sais pas, récupérer... Non, il n'y a rien. Alors, je sais pas s'il y a un flag à récupérer ou pas, mais là, ça y est. On a compromis l'accès en SSH. Je me connecte en Secure Shell.
et je suis connecté non pas, même si pour vous, si vous débutez, vous avez l'impression que je suis sur mon ordinateur, là je suis plus sur mon ordinateur, je me suis connecté à une nouvelle machine, hein, nouvelle adresse IP, d'accord? Ça c'est pas mon adresse IP, hein. Si je fais exit et je config, tu vois que mon adresse IP n'a rien à voir, d'accord? Donc ça, c'était pour vous montrer comment on peut brute force du SSH. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut jamais activer la connexion en tant que route, hein, à votre serveur ou client Linux. Il faut penser à faire des règles de pare-feu, hein, via iptable ou Uber Firewall, UWF, pour bloquer, hein, en entrée le port 22. Et sinon, bah, pensez à utiliser des moyens d'authentification qui sont solides, c'est-à-dire des clés de chiffrement publiques, privées. D'accord, les mots de passe, encore une fois, ça peut être brute forcé. Hein. Si tu n'as pas la clé privée, tu ne peux pas te connecter. Il faut la voler pour pouvoir te connecter. Donc c'est bien plus compliqué. Donc RSA, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Clé publique, clé privée, on est sur une connexion SSH en asymétrique. Donc ça c'est fait. Maintenant on va parler un peu de VNC. Alors pareil, si vous connaissez pas, on a Remina, hein, c'est l'équivalent du bureau à distance, hein. Sous Windows tu vas taper bureau à distance, sous Linux on va faire Remina, hein, c'est le plus simple. Il y en a d'autres, hein, des clients. Je sais pas pour qui me demande ça. Voilà, donc on arrive là-dessus. C'est pareil, si ça n'a pas changé, je vais récupérer. Je lui donne quoi? L'adresse IP. Et là, tu vois que ça marche pas. Mais pourquoi? Parce que j'essaie de me connecter en RDP. Donc, faut que j'adapte. Tu vois? VNC. Ah, là, ça va peut-être mieux marcher. Et ça marche en effet un peu mieux. D'accord? Donc, si je teste, je sais pas, Sakura, si c'est le même. Non. Alors, on va, c'est pas grave. On va attaquer cette fois-ci quoi? Pas le SSH, mais le VNC. Donc je vous redirige, hein, vers protocole et serveur, Hydra, attaque par mot de passe, John l'éventreur, toutes des salles que vous devez faire, que je vous mettrai en description de la vidéo. Si vous payez 9 € par mois, hein, les 10 €, 12 €, je sais pas combien c'est, grosso modo, vous avez accès à l'ensemble des machines, hein, sur TryHackMe. Commencez sur TryHackMe si vous ne connaissez rien à l'informatique, si vous ne connaissez rien à la cybersécurité, commencez simple sur TryHackMe et après vous passerez sur des machines beaucoup plus compliquées telles que RootMe ou the Box ou tant d'autres, hein, puisque des sites de CTF, il y en a plein. Mais commencez simple, d'accord? Puisque si vous êtes néophyte, ça peut vous paraître complexe. Voilà, on l'a. Donc vous voyez que là, j'ai pas fait le mode verbeux, donc on voit pas la liste, hein, de tests qui défile. Hein, ça fait un peu moins hacker, entre guillemets, mais vous n'êtes pas pollué, il vous affiche le résultat. Quand il est trouvé, il n'y a pas de doute à avoir. Alors, je disais, Remina, cancel, adresse IP, VNC, mot de passe, et voilà. I see your screen, d'accord? Donc, ok, je peux pas cliquer, tu vois que c'est pas interactif, c'est ce que je te disais en début, mais je vois ton écran, d'accord? Donc, ça peut être assez sensible, hein. On peut t'espionner via du VNC, voilà, mais qui utilise encore le VNC? À part certaines entreprises dans le secteur militaire. On n'en dira pas plus. Donc on a trouvé notre mot de passe, hein, et puis on a notre flag. Voilà. Petite encore une fois initiation, hein. Je pense que si vous débutez, ça peut être complexe. Donc je pense que vous connaissez déjà tout ça, hein, mais bon, c'est pas moi qui décide, hein, ce qu'on fait sur TryHackMe. Et de toute façon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, hein, c'est vraiment les bases pour débuter, pour les néophytes naturellement, et on continuera. Dans la prochaine vidéo, on va faire de l'analyse d'email et voir comment, encore une fois, tout ça peut ressembler à une attaque de phishing. Alors, on verra ce que c'est le phishing si vous débutez. J'avais déjà fait d'autres vidéos. On va continuer. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.